Bonjour et bienvenue dans les 4V, Frédéric Valtou. Bonjour Thomas Soto. On a du mal à se faire soigner aujourd'hui, on s'inquiète de savoir comment on sera soigné demain. Vous êtes le 7e ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, ça fait donc en moyenne un par an. Les ministres passent et les problèmes restent, voire s'aggravent. Aujourd'hui, habiter dans certaines régions du pays constitue un risque pour la santé. Plus de 8 Français sur 10 vivent dans des déserts médicaux. Ma première question est donc simple, quand est-ce que tous les Français pourront avoir un médecin traitant dans ce pays ? On a un sujet démographique qui dure depuis quelques années, qui s'aggrave, et dont on sait que malheureusement il va durer quelques années. Je pense qu'il faut être très clair. Et donc c'est aussi dans la meilleure organisation de l'offre de soins, dans la possibilité pour les professionnels d'intervenir différemment, dans la montée en charge aussi, en responsabilité d'autres professionnels que les médecins, aux côtés des médecins. C'est dans tous ces leviers qu'on arrivera à améliorer la question des soins. Mais le sujet numéro 1, c'est vraiment un sujet démographique. On a supprimé le numerus clausus. Il y a aujourd'hui 20% d'étudiants de plus en deuxième année qu'il y en avait il y a 3 ans. Donc on voit que ça remonte, mais on sait bien qu'on ne forme pas un médecin comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y en a pour des années encore. Il y en a pour quelques années. Combien ? On peut penser qu'entre 5 et 7 ans, les choses vont sans doute encore se tendre avant que, effectivement, des générations plus importantes de jeunes médecins arrivent. Le mot passe-partout du moment, le mot magique, c'est réarmer. Et le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures pour réarmer donc notre système de santé. On va essayer, si vous le voulez bien, d'être le plus concret possible. Alors, il a annoncé qu'il nommerait un émissaire pour aller chercher à l'étranger des médecins. Il veut régulariser les médecins étrangers qui travaillent sur notre territoire. Qui sera cet émissaire ? Il sera nommé quand ? Quel est le calendrier pour ça ? Alors, cet émissaire, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on va, c'est continuer à accueillir des médecins étrangers et surtout leur donner un vrai statut. Ça a été fait l'année dernière. Il y a eu ce qu'on appelle les médecins étrangers à diplôme hors Union européenne, les PADU, qui ont été, non pas régularisés, mais en tout cas qui ont été insérés de manière avec un statut beaucoup plus, qui reconnaît leur rôle dans notre système. On va continuer à accueillir. Mais vous savez, tous les pays, la crise... C'est un appel aux médecins étrangers à venir travailler en France ou pas ? Cette crise-là des professions médicales, on la connaît dans tous les pays. Vous allez dans les salons, on parlait des médecins, mais on peut parler des infirmiers aussi, dans les salons infirmiers qui sont organisés à Paris, les grands stands, c'est l'hôpital de Montréal, c'est des hôpitaux qui, de l'étranger, viennent aussi chercher des infirmières françaises. Donc il y a de toute façon, je ne vais pas dire un marché mondial, mais quand même entre pays, une vraie concurrence. C'est un appel aux médecins étrangers à venir travailler en France. Venez, vous serez bien accueillis, on va bien s'occuper de vous. On a de toute façon, depuis plusieurs années, on accueille des médecins étrangers. Il y a 25 000 médecins inscrits à l'ordre qui, en France, ont un diplôme acquis hors Union européenne ou au sein de l'Europe. Donc on continue à accueillir ces filières. On ne va pas non plus aller démarcher avec excès, puisque c'est aussi des pays qui ont besoin de garder leur Sauf que, médecins. Pardon, monsieur le ministre, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, la plupart des médecins étrangers sont en poste à l'hôpital, qui tiennent d'ailleurs à bout de bras pour la plupart. Ils sont très utiles, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des déserts médicaux. Non, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des déserts médicaux. Ça va déjà venir soulager l'hôpital, parce que... Pardon, mais le premier des déserts médicaux, c'est aussi l'hôpital. Il y a 30% de médecins, 30% de médecins à l'hôpital. Donc, on a aussi des manques. Il y a des manques aussi d'infirmiers, d'infirmières. Donc, les choses sont à nouveau... On embauche à nouveau des infirmières. Par exemple, à la PHP, depuis plusieurs mois, on embauche plus d'infirmières que ne quittent les services de la PHP. Donc, on voit bien qu'il y a des petits signes qui permettent de dire que ça va mieux. On a beaucoup... le gouvernement précédent a beaucoup fait aussi pour la rémunération. C'est sans doute, il faut aller plus loin. Il y aura encore des discussions sur la rémunération des infirmières, des aides-soignantes ? En 2020, le président de la République avait décidé d'augmenter de 10% net la rémunération de tous les soignants. Et ça, c'était le Ségur de la Santé, c'était un effort inédit. Et ce n'était pas une prime d'un an, c'était 8 milliards chaque année. Mais est-ce qu'il y a encore une marge qui est possible pour... Il y a toujours, évidemment, on part de très loin. Le président de la République lui-même l'avait reconnu à l'époque. Donc progressivement, effectivement, il y a sans doute d'autres efforts à faire, à installer dans le temps. Les infirmiers libéraux sont aussi très contrariés, ça ne vous a pas échappé. Ils se sont mobilisés hier, ils vont se remobiliser samedi. Ils se considèrent comme les grands oubliés de ce Ségur de la santé qu'on évoquait à l'instant. Et Dieu sait que leur rôle est fondamental, notamment dans le milieu rural. Bien sûr. Ils demandent une revalorisation à la hauteur de l'inflation. Êtes-vous prêt à leur accorder ? Ce qu'il faut, c'est des discussions entre l'assurance maladie et les organisations représentatives. Le ministre a son mot à dire, quand même. Ce qu'il faut, c'est en tout cas mieux reconnaître les professions de santé. Vous parlez des infirmières, et c'est vrai que les infirmières ont sans doute un rôle qu'il faut mieux reconnaître dans le système de santé, aux côtés des médecins, je le disais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux les payer ?
Alors, il faut sans doute mieux les payer, mais il faut aussi reconnaître leur rôle dans l'acte de soin, dans la prise en charge des patients, en leur reconnaissant de nouvelles responsabilités et peut-être sous couvert des médecins, pouvoir les faire monter en compétences, comme on dit. Ça aussi, c'est un chantier qui permettra de libérer du temps médical. Quand on met 10 000 assistantes médicales, comme le souhaite et comme l'a redit Gabriel Attal, en disant que dans les prochains mois, on allait aller à cet objectif de 10 000 assistants médicaux. C'est pour libérer du temps administratif à des médecins qui disent oui, nous on passe 20% de temps. Que les médecins fassent plus de médecine et que les administratifs fassent de l'administratif. Et qu'on les libère de ces 20% de temps qu'ils consacrent à l'administratif. Vous les soutenez ce matin, les infirmiers libéraux ? En tout cas, je comprends leurs revendications, je vais les recevoir, je comprends effectivement ce qu'ils demandent, et ils demandent aussi à la fois des mesures de salaire, mais aussi une meilleure reconnaissance. Rappelez-vous, le Ségur de la santé, ça a été, je disais, un effort financier énorme, mais ça ne réglait pas la question du sens. Quel est le sens de mon métier, moi, hospitalier ? Quel est le sens de l'hôpital, alors qu'aujourd'hui, il y a une crise dans la médecine de ville, comme il y a une crise à l'hôpital. Et donc, il faut redonner aussi du sens à ce système de santé pour que chaque professionnel puisse, savoir un peu quel est son rôle, sa place. Le sens, globalement, ils le comprennent, mais ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. La semaine dernière, l'assurance maladie que vous évoquiez a proposé de faire passer la consultation de médecine de ville de 26,50 à 30 €. Ce sera effectif à partir de quand ? Alors, c'est des discussions qui n'ont pas abouti. Là encore, c'est l'assurance maladie et chacun son rôle. L'assurance maladie. Et vous y êtes favorable ou pas ? Moi, j'y suis favorable, bien sûr, mais ça doit être aussi avec un engagement des médecins, peut-être, à partir du moment où on les soulage en temps administratif, à partir du moment où l'État fait l'effort d'accompagner à travers des assistants médicaux le fonctionnement des cabinets de ville, et bien peut-être il faut qu'ils s'engagent aussi à prendre plus de patients. Donc il y a une discussion sur effectivement les contreparties à ces 30 €, mais ces 30 € sont légitimes. Est-ce que dans ces contreparties, il y a le retour des gardes obligatoires pour les généralistes ? Est-ce que vous le souhaitez ? Écoutez, ça, c'est à décider aussi entre les professionnels. J'ai fait voter, soutenu par le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'époque, une proposition de loi qui est devenue une loi entre Noël et Jour de l'An, qui vise justement à essayer de territorialiser l'offre de soins. Et donc maintenant, ça va être dans les territoires que se décident des choses comme l'organisation de l'offre. Mais vous, en tant que ministre de la Santé, est-ce que vous êtes favorable ? Moi, je suis favorable à ce qu'effectivement, on puisse peut-être demander à ceux qui le peuvent, ceux qui ont un âge avancé, qui ont déjà des milliers de patients, qui bossent déjà 10, 11, 12 heures par jour, on ne va pas leur demander en plus de revenir le week-end. Mais peut-être qu'on peut trouver encore des marges de manœuvre pour améliorer. Donc pas d'obligation, mais une possibilité ou un encouragement. L'obligation, ce sera la dernière, la dernière décision si on constate une carence, parce que dans les territoires, on n'a pas su organiser une permanence des soins améliorée. C'est quoi le calendrier pour les 30 €? Là, c'est quoi ? C'est avant juin? C'est cette année? On ne sait pas. Je ne suis pas dans les discussions entre les syndicats et le directeur de l'assurance maladie. La discussion avait lieu jeudi. J'ai été nommé jeudi à 20h. Voilà, ils ont mon 06 quand même, ils vous tiennent un petit peu au courant de ce qui se passe. Ils ont mon 06, mais bon, je n'interviens pas dans les discussions. Bon. Le Premier ministre a annoncé également une future taxe lapin pour ceux qui n'honorent pas leur rendez-vous. Quels en seront les contours? Combien on devra payer? On va y travailler, on va trouver une solution qui effectivement, peut-être aussi en expliquant aux patients, aux Français, qu'ils doivent aussi respecter les médecins. C'est facile de prendre 4 rendez-vous sur une plateforme de rendez-vous et puis finalement d'honorer celui qui vous arrange parce qu'il tombe à l'heure et au jour qui vous arrange, sans prévenir qu'on n'ira pas aux autres rendez-vous. Ouais. Donc il y a de la communication, il y a de la pédagogie à faire, et puis peut-être il faut aller vers une petite retenue qui marque... Petite retenue, ça veut dire que ça ne sera pas le prix de la consultation? Je ne pense pas, mais là aussi on ouvre le chantier, donc on va y réfléchir, mais on va proposer des solutions concrètes qui permettent là encore que ces millions de rendez-vous non honorés qui aujourd'hui sont constatés soient réduits à leur minimum de manière à libérer là encore du temps médical. Et ça, vous souhaitez que ça aille vite? C'est quoi le Je souhaite que ça aille vite. Le Premier ministre a dit que d'ici l'été, on proposera quelque chose. D'ici l'été, donc la taxe lapin. Et le doublement de la franchise médicale, donc qui passerait de 50 centimes à 1 €, c'est pour quand? Ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé lors de sa conférence de presse. Ça, c'est fait. C'est effectif. Alors, ça rentrera... en tout cas, la décision a été prise. Et maintenant, ça rentrera dans les prochaines semaines ou les prochains mois, là, au printemps, en fonctionnement. On ne peut pas ne pas dire quelques mots de l'hôpital. La Croix a passé 72 heures aux urgences, alors que l'attente aux urgences est parfois mortelle, que pour les personnels, la surcharge est devenue la norme. C'est ce qu'écrit la reporter qui a passé 72 heures là-bas. Que des dizaines d'établissements ont déclenché le plan blanc en janvier. On fait quoi maintenant?
On continue à donner des moyens à l'hôpital, comme on le fait depuis des années. On essaye aussi de faire de la pédagogie pour dire peut-être que les urgences, aller aux urgences, c'est pas toujours la solution lorsque c'est quelque chose qui peut-être n'est pas grave. On développe les services d'accès aux soins, ce qu'on appelle les SAS, et on les déploie dans les 100 départements. Là aujourd'hui, où il n'y a que à peu près dans les 2/3 des départements. Ça aussi, c'est un objectif du Premier ministre. On appelle le 15 et vous avez un médecin qui vous régule et qui vous dit effectivement, soit qui vous oriente vers un médecin généraliste, un médecin de ville, à condition d'en trouver un. Oui, mais le SAS est organisé avec le réseau des médecins de ville pour permettre effectivement d'en trouver et faciliter ça. Soit on vous dit effectivement allez aux urgences, ou alors on vient vous chercher parce que ce que vous avez a l'air très grave et donc on vient vous chercher. Voilà, donc c'est une espèce de régulation. Il faut quand même pas oublier que les urgences, en 15 ans, c'est passé de 10 millions de visites à 23 millions de visites. C'est le seul service public qui a fait qui a plus que doublé sa fréquentation. Voilà, c'est le signe aussi d'un dérèglement du système, de cette crise de la médecine de ville que j'évoquais tout à l'heure. Emmanuel Macron a réuni les représentants des principaux cultes en France la semaine dernière pour parler de la fin de vie, avant de décider de ces arbitrages. Vous avez été un des très rares députés à l'époque à vous être publiquement prononcé contre toute légalisation de l'aide à mourir. Quelle va être la ligne finalement ? Alors c'était pas la position que j'avais prise. J'avais insisté sur l'idée qu'il fallait développer les soins palliatifs et qu'il fallait pas poser la question de la fin de vie sans poser la question du développement des soins palliatifs. C'est très important. Et je crois que cet appel, il a avec d'autres, parce que je n'étais pas le seul député, avec d'autres soignants, c'est aussi la demande du monde soignant. Je crois qu'il a été entendu et que le président de la République veut et a annoncé en matière de soins palliatifs un vrai développement, et notamment un service par département, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes favorable à l'euthanasie active ou pas, vous ? Écoutez, moi je suis favorable effectivement à ce qu'on pose le débat de manière apaisée et qu'on essaie de trouver un équilibre qui satisfasse, j'allais dire, une majorité qui réponde à un vrai sujet, parce qu'il y a des cas qui sont des vrais sujets, mais qui n'aillent pas peut-être vers une extension, une facilité qui serait regrettable. Donc cet équilibre-là, le président lui-même le recherche. N'ayant pas été nommé, je n'étais pas toujours à ce dîner que vous évoquez. Je suis arrivé après en fonction. C'est un sujet mais c'est un sujet qu'on ouvrira avec Catherine Vautrin, qui est la ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. J'ai une toute dernière question. À l'heure où des millions de Français, agriculteurs, infirmiers, aides-soignants, infirmiers libéraux, soignants, etc., se battent chaque jour pour boucler leur fin de mois, une enquête de l'Humanité nous apprend que la moitié des ministres du gouvernement Attal sont millionnaires. Alors précisons qu'il ne s'agit pas de fortune faite dans le public et il ne s'agit pas de se lancer dans une chasse à l'homme populiste. Néanmoins, est-ce qu'un gouvernement dont on a déjà dit qu'il était extrêmement parisien, coupé des territoires, et dans lequel la moitié des ministres fait partie des 5% des Français les plus riches, peut comprendre le pays? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déconnexion? Écoutez, je ne crois pas faire partie de cette moitié-là, mais en tous les cas... c'est pas un tribunal, c'est une question sociétale. Moi, j'ai été 17 ans maire. Je pense que je connais, alors évidemment, je connais plus ma ville et mon territoire que les quatre coins de la France, mais la plupart des membres du gouvernement sont aussi des gens qui ont eu des mandats locaux, quelle que soit leur situation personnelle. Ils ont eu des mandats locaux, ils sont enracinés dans leur ville, leur territoire, ils connaissent la réalité des Français, et je pense qu'on ne peut pas parler de déconnexion dans ces cas-là. Merci beaucoup Frédéric Valletoux d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci.